Alors, je vais faire quelque chose qu'on ne doit jamais faire normalement dans un colloque et en particulier dans une intervention. Mais j'avoue que je ne peux pas m'en empêcher parce que comme mon livre va sortir la semaine prochaine, j'ai envie de parler d'une manière générale. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'on ne doit jamais, me semble-t-il, dans une intervention comme celle-là, dresser une sorte de panorama général sans donner chaque fois les preuves, les démonstrations, particulièrement lorsqu'on est sociologue, les éléments empiriques permettant de vérifier ce que je vais vous dire. Néanmoins, si vous voulez vérifier, il vous suffira d'acheter le livre. Donc je dirais des choses très générales sur ce sujet pour essayer au moins de vous faire comprendre, entendre quelle a été ma démarche et quelles sont mes hypothèses, qui sont évidemment des hypothèses tout à fait discutables et j'accepte parfaitement qu'elles soient discutées. Malheureusement, je ne serai pas là pour les discuter avec vous parce que je devrais partir très peu de temps après mon intervention. Alors, une première chose sur laquelle je voudrais essayer de m'expliquer, c'est sur un thème qui revient souvent dans ce travail, c'est le mot de mythe, de mythologie. Lorsqu'on essaye, je fais encore une fois très rapidement, lorsqu'on essaye de trouver une définition de l'humain, de ce qui fait l'humain, lorsque les anthropologues, les paléo-anthropologues même, essayent de trouver une définition satisfaisante de ce qu'est l'humain, ils peuvent, en fonction de leur spécialité, entrer dans un certain nombre de discussions, par exemple, en allant de façon très simple, en disant, bon, l'homme c'est celui qui a un outil. Mais bon, il y a des animaux qui ont aussi des outils. On dit, ah oui, mais l'homme, c'est celui qui a diversifié sa trousse à outils. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir des outils spécialisés, multiples. Alors non, ça suffit pas parce qu'il peut y avoir des animaux qui ont des outils multiples, très légers, mais on est encore dans une différence de degré, pas dans une différence de nature. Alors, peut-être que l'homme, c'est celui qui a un outil au second degré. C'est-à-dire, pas au second degré au sens réflexif du terme, mais au second degré au sens où il fabrique des outils avec des outils. Mais il y a aussi certains animaux, alors de façon très rudimentaire, qui ont une sorte d'outillage au second degré, donc difficile. Alors on a toute la thématique ensuite du langage, on va dire l'homme c'est celui qui a un langage. Ah non, parce que effectivement un langage, on peut dire c'est un système de communication par signes. Bon, il y a les animaux, et les animaux ont des systèmes de communication par signes, c'est du codage, bon d'accord. Ils n'ont peut-être pas une grammaire aussi sophistiquée, certes. Alors on va dire oui, mais l'homme c'est celui qui a un langage non performatif. Alors on rentre dans des discussions. Qu'est-ce que ça veut dire non performatif? Est-ce que la poésie n'est pas dans une certaine mesure? Pourtant, ça serait le type même du langage non performatif. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de séduction qui peut être performative dans le projet reproductif lui-même, c'est-à-dire la séduction elle-même, la danse? Est-ce que dans l'art, il n'y a pas quelque chose de performatif, dans le langage artistique? Donc on entre à nouveau dans des discussions dont on a du mal à sortir. Alors, on va dire, c'est lorsque les hommes enterrent, lorsqu'on enterre, c'est cet animal qui enterre ses morts qui a une certaine conception particulière une certaine conception particulière de la mort. Il ne décède pas seulement, il meurt, ça serait ça l'homme, donc il a un certain rapport à sa finitude. Et finalement, lorsque l'on envisage tous ces éléments qui ne donnent que des différences de degré entre l'homme et, entre guillemets, la figure de l'animal, pas l'animal, mais la figure de l'animal, au moins l'animal tel que nous le représentons, on se rend compte qu'il y a un point commun qui peut fournir peut-être un début de ce que l'on pourrait appeler une différence de nature. C'est le fait que l'outillage humain, c'est un outillage qui, au-delà même de son utilité, au-delà de sa diversification, au-delà même de ses multiples applications, de sa complexité, de toutes ces choses-là, c'est un outillage qui sert d'emblée aussi
à nous raconter. C'est-à-dire, lorsqu'on a une cuillère, cette cuillère, c'est pas seulement une cuillère en tant que telle. Il y a une esthétique de la cuillère où cette cuillère prend une importance particulière parce qu'elle a appartenu à ma grand-mère ou à mon grand-père, ou lorsque j'ai un certain type d'ordinateur, outillage particulier. J'ai des étudiants qui ont travaillé sur Apple. Lorsqu'on a Apple, on dit quelque chose de particulier. Alors oui, peut-être que c'est plus efficace c'est mieux d'avoir Apple, mais enfin, quand on est écrivain ou quand on est philosophe, on a plus facilement Apple qu'un autre type d'ordinateur. On s'habille plus facilement d'une certaine manière. Alors oui, on s'habille pour ne pas avoir froid, mais on s'habille aussi pour dire quelque chose. On s'habille aussi pour se raconter. C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que ce qui ferait la différence, finalement, c'est ce que j'appelle le mythe, c'est-à-dire la narration, le fait d'avoir sans cesse besoin de se raconter au-delà de sa composition physique. Et quand j'entends bien le fait j'entends bien ce mot de se raconter, cette notion de narration, parce que il y a, dans une narration, je me situe à un moment donné de l'histoire, j'ai besoin, le sens que l'homme donne à sa vie, c'est le fait de se situer dans une histoire. Dans une histoire, il y a un avant et un après. Et qu'est-ce que c'est le propre d'une mythologie qui peut ensuite devenir une mythologie vivante du point de vue religieux? C'est une mythologie où on donne un avant, ce qu'on appelle une cosmogonie, et où on va donner un après. Par exemple, une théorie du salut. Et au milieu de tout ça, il y a cette histoire. Et on a besoin sans cesse de ce mythe. Pourquoi on a besoin de ce mythe? Puisque ce mythe, il permet cette espèce de disjonction interne, cette espèce de disjonction qui est déjà une certaine figure de l'autre en nous-mêmes, qui consiste à se parler à soi-même comme un autre, pour paraphraser un philosophe célèbre, c'est-à-dire à raconter son être moral. Raconter son être moral partout, c'est-à-dire par l'outillage, par le fait de m'habiller d'une certaine manière, par le statut social, par le statut d'universitaire, par toute une série de choses, et puis se le raconter en interne, comme si j'étais un autre. Je vais dire, bon voilà, aujourd'hui, dans cette conférence, c'est la deuxième personne du singulier, tu devrais te comporter comme ça, tu devrais faire ça, et c'est qui ce tu? Ce tu, c'est le tu mythologique qui me fait véritablement exister, qui est ma personne à proprement parler. C'est la raison pour laquelle je crois que les humains, par excellence, ne peuvent pas se passer de mythologie, et que cette dimension mythologique ne doit pas être confondue avec la dimension qui se déploie fortement dans l'Antiquité grecque, mais qui se déploiera ensuite, la théorétique, la dimension de la théoria, c'est-à-dire la dimension d'un regard, d'un regard qui lui se veut réflexif. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Comprenez ce que je suis en train de dire, c'est pour essayer de remettre en perspective critique une certaine position sur le processus de sécularisation qui consisterait en une sorte de séparation et même une dévalorisation de la première dimension qui serait la dimension mythologique par rapport à la dimension qui serait la dimension théorétique. À mon sens, la dimension théorétique, lorsqu'elle existe, je fais souvent une distinction lorsque je travaille sur le croire entre ce que j'appelle l'adhérence et l'adhésion. L'adhésion, c'est la dimension théorétique, c'est-à-dire elle suppose un débat. Elle peut supposer un débat, ça peut être une éthique à la Habermas qui peut être envisagée à travers une discussion. Mais d'un autre côté, at the end of the day, comme disent les Anglais, si je me comporte d'une certaine manière ou d'une autre manière, c'est plus lié à mon adhérence, non plus cette fois à mon adhésion, à mon adhérence à un sol mythique, c'est-à-dire à une croyance que je ne peux même pas expliquer, qui est de l'ordre de l'émotionnel. C'est-à-dire je vais me comporter d'une certaine manière parce que j'y crois, parce que je ne peux pas faire autrement, parce que c'est comme ça. Et ça, c'est véritablement ce sol mythique qui ne peut pas exister au-delà, qui ne peut pas exister en se passant d'images, mais d'images j'entends le mot image au sens d'imagination, au sens de désir, ou même, à la limite, pour faire des jeux de mots latins, au sens d'illusio, c'est-à-dire à la fois l'illusion, mais cette illusion et le jeu, c'est une illusion qui est absolument nécessaire, justement pour pouvoir se raconter et pour donner à sa vie un sens, qu'on soit athée ou qu'on soit pas athée, si vous voulez. Au milieu de tout ça, vous avez des institutions spécialisées dans la production de ces images susceptibles de constituer des narrations à travers lesquelles nous donnons un sens à notre vie. C'est ce qu'on appelle des religions.
Mais ces religions ne sont que des institutions spécialisées, puisqu'au fond, une mythologie, lorsqu'elle existe et lorsqu'elle est véritablement vivante, pas lorsque cette mythologie se réduit à la situation de ce qu'est aujourd'hui le latin et le grec, c'est-à-dire, en gros, c'est une langue morte que je vais apprendre, éventuellement pour améliorer ma propre grammaire et ma propre expression en français, ou pour être susceptible de me distinguer d'une certaine manière dans des dissertations, ou même améliorer ma compréhension du monde, mais que je n'utilise plus comme un langage effectif. Non, je veux dire une mythologie véritablement vivante, c'est-à-dire une mythologie à laquelle je crois sans avoir besoin d'une sorte de suspension ou d'une perspective théorétique sur elle parce que je la vis directement. Et bien cette mythologie-là, elle est effectivement soutenue par ces entreprises spécialisées qu'on appelle des religions, mais elle se diffuse par capillarité dans l'ensemble de la société à travers tous ces mécanismes et à tous les niveaux. Et donc une de mes hypothèses, c'est que comme on ne peut pas se passer de ce récit, le processus de sécularisation est obligé de charrier avec lui ce récit progressivement, même si il donne le sentiment au premier abord qu'il y a une sorte de décrochage, de décollage entre le niveau théorétique et le niveau mythologique. En réalité, ce décollage lui-même fait partie d'une nouvelle mythologie qui est en train de se recomposer à un niveau plus vaste et dans un certain sens plus profond. Mais ça, c'est encore ce qu'il y aurait à démontrer. Donc mon propos dans ce sens-là, c'est de dire, voilà, puisque l'homme, au fond, c'est du pilier de barre jusqu'à l'historien, encore aujourd'hui, c'est l'homme qui se raconte lui-même, puis le bar qui range, j'ai fait ça, j'ai ceci pendant la journée, etc., qui passe son temps, jusqu'à l'historien qui finalement a un peu aussi cette fonction, jusqu'au paléoanthropologue, qui reconstitue cette idée qui fait une sorte une cosmogonie qui se veut théoriquement sécularisée, dit quand est-ce que l'homme a commencé. Je veux dire, dans une certaine mesure, au fond, on s'en fout de savoir quand l'homme a commencé. Mais on s'en fout pas. Parce que, est-ce que là, véritablement, est-ce que c'est un australopithèque? Est-ce que ça, c'est le type homo? Est-ce que c'est un homo habilis? Est-ce que c'est un homo erectus? Est-ce que c'est ceci? Pourquoi? Quelle est cette espèce de désir? C'est le désir, encore une fois, de se raconter. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de savoir comment est-ce que l'homme se raconte aujourd'hui. Et je dois dire que la place de l'altérité et de la différence de l'autre dans cette histoire dans cette histoire que l'homme se raconte aujourd'hui a progressivement changé. Encore une fois, ne pas confondre mythologie avec fiction, justement. La mythologie, lorsqu'elle dégénère en fiction, elle devient une mythologie au sens mort du terme. C'est-à-dire une mythologie à laquelle on ne croit pas, ou éventuellement à laquelle on peut jouer en faisant semblant. La fiction, c'est un peu comme des enfants dans une cour d'école, qui savent très bien, quand ils jouent à un jeu, qu'ils font quelque chose en sachant que ce quelque chose est un jeu, et d'ailleurs ils emploient le temps et le mode nécessaires pour que l'on comprenne que c'est ça, en disant on dirait que tu es médecin, et puis on dirait que toi tu es agent secret. Ils savent très bien qu'à la fin du jeu, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas agents secrets. C'est la fiction. Lorsqu'une mythologie est réduite à l'état de fiction, dans mon système, enfin dans mes réflexions, je ne la considère plus comme étant une mythologie, justement je la considère comme une fiction. C'est-à-dire qu'elle n'est plus susceptible de fournir la narration qui permet de raconter mon histoire et donc de vivre à proprement parler cette histoire, de vivre mon être moral. On peut distinguer de l'être physique, mais l'être moral qui peut être le moral au sens de la morale, qui serait la morale chrétienne et qui m'aide à prendre un certain nombre de décisions, ou je ne sais quel type de morale, ou morale humanitaire, mais l'être moral aussi au sens profond du terme, au sens de non physique. Un être qui est au fond, pure narration, un être de narration, un être qui se raconte. Le héros n'existe que parce qu'il se raconte. Il se raconte en tant qu'héros. C'est à ça que servent les processus d'identification. C'est-à-dire qu'avant tout, aujourd'hui, si on veut savoir ce qui se passe, ce qu'est la mythologie actuelle, il faut regarder la télévision, il faut regarder le cinéma, il faut regarder ce qui agit à ce niveau d'adhérence et pas seulement au niveau d'adhésion, et ce qui constitue à proprement parler, moi, ce que j'appelle cet être moral, qui peut être profondément immoral, du point de vue du consensus social à un moment donné. C'est-à-dire que même le bandit, le criminel, dans ce sens-là, a une morale, sa morale de criminel. C'est-à-dire qu'il se représente lui-même dans un récit en train de faire ce qu'il fait. Parce que sinon, de toute façon, c'est pas désirable. Ce n'est même pas désirable d'agir de cette manière. Ça se rapproche un peu de certaines remarques de Durkheim. Il ne faut pas que
certaines remarques de Durkheim sur l'anomie. Au fond, si j'avais à réinterpréter les remarques de Durkheim sur l'anomie, par exemple lorsqu'il parle du suicide, qui serait le suicide anomique, un suicide en quelque sorte sans cause, qu'est-ce que ça veut dire un suicide sans cause? Quand on n'a plus de cause, j'allais dire au sens même humanitaire actuel, les causes humanitaires, c'est quand on n'a plus de cause, c'est qu'on n'arrive plus à raconter un sens à sa vie désirable. Donc c'est-à-dire que la narration s'est dissoute, c'est-à-dire je ne sais plus quoi raconter. Alors, Durkheim nous dit, c'est même pas un suicide où je rejette la société, ou c'est même pas un suicide où je me conforme à un ordre, comme le suicide des kamikazes. Non, c'est un suicide qui serait un suicide sans cause, ou enfin une sorte de rupture de normes, mais une rupture de normes au sens de rupture de narration. Il n'y a plus de manière de se raconter. Donc toute vie en société, dans un sens Durkheim, je crois, serait d'accord, toute vie en société, supposant cette norme, mais cette norme au sens narratif du terme, ne peut pas se passer de mythologie, et donc, si on estime que une mythologie ne peut pas se passer non plus de cet avant-avant et de cet après-après, quel qu'il soit et quelle que soit sa structure, dans un certain sens, ne peut pas se passer de religieux. Même s'il y a un moment donné, par exemple dans notre société, il y a une dénégation du caractère religieux de certains types de croyances, mais une dénégation qui résulte de l'évolution même de la structure religieuse, où on va finir par dévaloriser, où le mot lui-même de religion va être dévalorisé au point qu'on va employer le mot de spirituel. On le voit sur le bouddhisme, de hygiène de vie, de toute une série de choses pour dire ah c'est pas religieux parce que le mot religion a été dévalorisé, mais il a été dévalorisé justement parce qu'on est passé d'une mythologie à l'autre et qu'il y a eu une transition, en quelque sorte on pourrait dire une transition religieuse, à l'intérieur de laquelle le mot même de religion est devenu péjoratif, et ça ne veut pas dire que du point de vue de la définition, de cette définition que je donne de la religion, il n'y a pas toujours encore religion. Oui. Alors, donc, essayez de comprendre ce qu'est cette adhérence et quel est le rapport à l'autre dans cette adhérence. Je dirais que l'autre, alors là c'est encore une fois voilà le défaut de cet exposé que je suis obligé de faire pour passer vite. L'autre, dans l'histoire de l'humanité ou dans les histoires multiples de l'humanité, sert à me définir, c'est-à-dire il fait partie de ma narration, au moins ce que je projette sans cesse de l'autre. Ça peut être l'exemple classique de celui qui ne parle pas grec, le barbare des Grecs, le Perse, quoi, celui qui ne parle pas grec parce qu'on l'entend faire barbare, une sorte de baragouin, ce qu'on appelle justement le baragouin aujourd'hui il est à l'extérieur de nous, il me permet de me définir comme civilisé et de constituer cette espèce de narration de ma vie de grec en tant que grec civilisé qui est dans ma cité, etc., etc. Bon, ça peut être dans certaines sociétés tribales, c'était montré par Lévi-Strauss et par d'autres, la société de ceux qui se nomment eux-mêmes les hommes pour dire que les autres c'est les non-hommes. Ça peut être le rapport à l'autre comme étant animal, et là c'est pas l'autre humain, donc l'autre c'est cette différence-là aussi qui est visée mais qui me permet de me définir. Ce qui sert encore aujourd'hui, je pense aux travaux de quelqu'un qui travaille ici, qui est un ami en plus, Dominique Lestel, sur l'animal qui sert à nous définir en tant qu'homme, c'est-à-dire, et même qui nous enseigne à être homme, d'après Dominique Lestel, je pense qu'il va un petit peu loin de ce côté-là, mais qui éduque même l'homme indirectement dans la projection que l'homme fait de ce qu'est l'animal. Le rapport à l'autre inférieur dans le processus de colonisation qui est aussi un processus culturel, peut-être même un processus culturel, avant d'être un processus politique et social. Et puis l'autre aussi, au sens du divin, l'altérité divine, le tout autre. C'est la différence ultime, la différence tellement différente qu'elle est innommable, donc il n'y a même pas les mots susceptibles de la nommer. Donc l'autre, dans toutes ces acceptions, sert évidemment à ce discours, à la construction de cette narration intérieure qui me permet de donner un sens à ma vie, c'est-à-dire qui permet à ma vie de continuer à être désirable, qui me permet, alors pour parler comme Durkheim, d'éviter ce suicide sans cause que Durkheim appelle le suicide anomique. Donc, je disais que pour être en situation mythique, donc mythologique, je sais pas comment et pas en situation de fiction, il faut que la mythologie soit plausible. C'est-à-dire que la mythologie, ce n'est pas un récit destiné à des idiots absolument des gens qui ne sont pas capables de comprendre que le monde est rationnel, qui ne sont pas capables d'adhérer à la science, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que la mythologie implicite
sous-jacente qui se construit progressivement, elle se construit aussi comme ce qu'on pourrait appeler un champ de plausibilité, en fonction de l'évolution même des paradigmes scientifiques, de l'évolution de ce que l'on croit connaître, du point de vue de l'histoire même de ce que l'on croit connaître, en fonction de l'épistémé d'une période. Elle n'est pas complètement, elle n'est pas distincte de cela, parce que sinon, justement, nous aurions affaire à une fiction. Et là, je vous renvoie très rapidement au travail, parce que au-delà de l'histoire, l'idée, c'est pas de faire une histoire des idées, parce que c'est une histoire des adhésions, justement, des adhésions réflexives à des idées. C'est pas une histoire de l'art, même, c'est pas une histoire de l'économie, une histoire de la politique. C'est une histoire, pourrait-on dire, en quelque sorte, de l'adhérence mythique. Et cette histoire de l'adhérence mythique, par exemple, c'est ce que tente quelqu'un comme Norbert Elias. Norbert Elias, il nous montre très bien que il y a une évolution de, moi, ce que j'appelle l'adhérence, mais enfin, une évolution à travers deux polarités. Là, j'en arrive justement à ce que j'essaye de montrer dans Souci de soi, conscience du monde. Une double polarité, polarité mythique, j'appellerai dans mon langage. D'un côté, cette individualisation, le passage, pour parler comme Norbert Elias très rapidement, de la personne à l'individu, c'est-à-dire la personne dans le masque social, c'est-à-dire la partie du tout, que ce soit dans la partie de la cité, que ce soit dans l'acception grecque, ou la partie de la famille, ou la partie de la tribu, ou la partie même de la nation, à cette idée d'un individu qui est détaché de toutes les parties dont il fait partie, et qui devient sa propre individualité. Norbert Elias nous rappelle d'ailleurs que le mot individu, au départ, était un terme théologique. C'était un terme théologique qui se rapportait à l'unité, l'indivision divine. Et progressivement, c'est assez intéressant de voir que cette indivision divine, ça devient l'indivision elle-même j'allais pas dire de la personnalité, puisqu'on en reviendrait à la personne, ça devient, le fait d'être individu, ça devient finalement cette subjectivité abyssale, qui est tellement abyssale qu'elle peut pas être saisie, qu'elle produit l'entendement, mais qu'elle peut pas être saisie par l'entendement. C'est cette subjectivité abyssale qu'on retrouve même chez quelqu'un comme Kant. Une subjectivité qu'on ne peut pas, en quelque sorte, traverser, quoi. Et ce que nous montre bien Elias, c'est que parallèlement, ou même plutôt en croisant, au contraire de parallèlement à cela, ce détachement de toutes les structures qui constituent la personne, c'est-à-dire l'appartenance à des groupes intermédiaires, parallèlement à ça, plutôt concomitamment à ça, eh bien, on a ce processus de globalisation, qui est un processus à la fois matériel, mais on a souvent insisté sur la dimension matérielle de ce processus de globalisation, sur sa dimension politique, sa dimension militaire, sa dimension cartographique. Je pense à Sloterdijk, qui insiste sur la dimension cartographique, qui dit, bon, la globalisation, finalement, c'est le fait de pouvoir se représenter le monde comme globe, comme Hitler, comme Charlie Chaplin dans le film sur Hitler, qui fait tourner le globe, il y a le monde comme globe, entièrement cartographié, entièrement fini. Bon, ben, ce monde comme globe, cette représentation du monde comme globe, elle va de pair avec cette individualisation. Ça, c'est ce que montre assez bien Norbert Elias, c'est ce que montre aussi quelqu'un comme Clifford Geertz. Cette espèce de double processus du détachement qu'opère la personne de ces différentes constitutions classiques, ces différents rattachements classiques, et en même temps, cette conscience d'être seul au monde, seul dans ce globe. Et finalement, et ça va être concomitant aussi de l'évolution, puisque vous disiez que je m'intéressais à l'histoire des sciences, c'est vrai, je m'intéresse à l'histoire des sciences, je fais le cours d'histoire de sciences et sociétés à l'IEP. Ça va être concomitant aussi des conceptions du monde, de l'univers lui-même comme infini. C'est-à-dire que c'est plus seulement la subjectivité qui devient abyssale, mais c'est l'univers qui devient abyssal, qui devient sans limite. Et c'est le non-fini qui finit par prendre une acception positive. La péronne, ça va plus être quelque chose de négatif, mais ça va devenir progressivement non plus un manque, non plus un privatif, mais ça va devenir quelque chose, l'infini va devenir positif. Et on le voit encore aujourd'hui, dans ce que j'appelle le sentiment océanique, le passage du sentiment cosmique au sentiment océanique, qu'on trouve dans le New Age.
avec cette idée justement de connectivité et toutes ces idées-là, qui ne sont qu'une sorte d'intériorisation sentimentale qui rend l'infini positif, source de quelque chose. Hein? Et ça suit aussi, j'ai pas le temps de l'expliquer dans le détail, mais ça suit aussi, même en mathématiques, la perfection mathématique qui devient de plus en plus la perfection des probabilités, en physique, la perception de la perfection qui devient la perfection par la certitude, sur un mode probabiliste, sur un mode ondulatoire, etc., au détriment des particules dites discrètes, parce que les particules discrètes sont celles qui ont des frontières, qui sont limitées, etc., qu'on peut situer, qui sont classées. Mais on verra ça peut-être un peu plus loin. En tout cas, ce qu'il faut retenir dans l'immédiat, c'est que ce processus d'individualisation et de globalisation, ce que j'ai voulu montrer, c'est que ce n'est pas seulement un processus purement social, purement économique, purement politique, c'est un processus qui est en train d'installer. Comme je disais que la mythologie, c'est une manière de se raconter, mais c'est une manière de se raconter avec l'autre. Et pour se raconter avec l'autre, il faut une scène, comme une scène de théâtre, pour pouvoir raconter cette narration, et donc avoir le sentiment de jouer un rôle positif, réel, sur cette scène de théâtre. Eh bien, l'individuoglobalisme, c'est l'installation de la nouvelle scène de théâtre progressive, l'installation progressive de cette nouvelle scène de théâtre, sur laquelle nous jouons progressivement notre vie, et nous la racontons de façon plausible. Et c'est ça que j'ai essayé de décrire. C'est cette scène de théâtre elle-même. Et cette scène de théâtre, si j'ai mis ce mot qui est, l'éditeur m'a reproché l'emploi du mot individuoglobalisme parce que c'était trop long, c'était trop je ne sais quoi, etc. Mais c'est vrai que j'ai rien trouvé de mieux que ça pour essayer même de lier les deux mots. Même je voulais même pas qu'il y ait le trait d'union. Mais là on m'a dit non, c'est pas possible, on n'est pas en allemand, on fait pas des mots si longs. Parce que ce qui a l'air d'être en opposition ne constitue en réalité que les deux polarités imaginaires de ce que je pourrais appeler la nouvelle tension adhérente. Une tension, comme un désir, c'est toujours une tension, on est toujours tendu par des désirs, et donc c'est cette tension, comme une tension dramatique qui permet aujourd'hui de vivre notre vie, c'est cet individuo-globalisme, alors qu'il y a une certaine structure que je vais essayer que je voudrais essayer de montrer. Alors au milieu, pour m'approcher un peu plus, du sujet, c'est-à-dire de l'altérité, dans ce monde global, dans ce monde individuel global, tout se passe comme si celui qui était l'autre, au-delà des frontières que j'avais moi-même tracées, par exemple au-delà des frontières de la cité, ou au-delà des frontières de la nation, qui était là pour pouvoir définir la légitimité de la frontière elle-même, frontière géographique, mais aussi frontière culturelle, frontière civilisationnelle, frontière de mon être, qui était là pour me dire ce que je suis en étant l'image de ce que je ne suis pas, hein, eh bien, c'est comme si cet autre-là, du fait de cet imaginaire du global, comme si cet autre-là avait fini par disparaître dans sa capacité à me définir en quelque sorte à la frontière de mon être. Puisque le monde est devenu un monde, même s'il existe encore des frontières politiques, formelles, de plus en plus sans frontières. Du moins, dans cette culture des sociétés industrielles avancées, qui s'est progressivement développée avec ces individus qui sont devenus des sortes de globetrotters. En France, on appelle ça des bobos ou de la creative class, la classe des créatifs culturels aux États-Unis, qui vivent sur les chapeaux de roue, sur la planète entière, même s'ils sont dans un lieu spécifique, qu'ils soient à New York, à Chicago, à Tokyo, à Paris ou ailleurs. Et de fait, c'est comme si la diversité de l'autre, comme étant une entité qui pouvait être menaçante, une entité contraire qui s'exprimait à l'extérieur des frontières, avait fini par se recomposer comme devenant une nécessité même interne du récit individuo-global. Une nécessité même interne du récit. C'est-à-dire que c'est là où la diversité en tant que telle va être valorisée, c'est-à-dire va être valorisée comme une nécessité. C'est comme si aussi, et là je vous renvoie aux travaux de Sloterdijk sur la conscience du globe, le fait de percevoir le globe comme un monde fini, et à côté de ça, donc comme un globe fini, donc
comme un globe qui, parce qu'il est fini, peut finir, d'où la conscience écologique, le rapport à une sorte d'économie même des moyens de production, de ce que représente le globe, un nouveau rapport à la nature, non plus comme menace, mais la menace étant le fait que la nature s'éteigne, c'est-à-dire que la nature finit comme étant la partie essentielle de ce globe, fini qui peut finir, et en même temps la projection d'un infini qui peut nous sauver, un infini au-delà du globe, hein, un infini au-delà du globe, donc tout se passe comme si ce qu'il y avait à préserver en nous, mais en nous et à l'extérieur de nous, sans que ça fasse véritablement une différence, c'était cette idée même de diversité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une valorisation de la diversité qui devient une sorte de garantie même de la théâtralisation individu-globale, du rôle que je veux jouer dans le monde global. Diversité, qu'elle soit une ethno-diversité, qu'il s'agirait de préserver, laisser les cultures soi-disant diverses dans leur jus, dans leur réalité, dans leur multiplicité, pour ne pas qu'elles s'éteignent, toujours la peur de l'extinction, toujours la peur de ce qui est fini, finisse par finir. Et la diversité, non seulement ethno-diversité, mais même la biodiversité. Pour moi, l'idée aujourd'hui qui est généralisée de la biodiversité, c'est-à-dire de la multiplicité de ces autres vivants dans leur ensemble, est purement un point de mythologie. C'est-à-dire qu'en dehors même de l'utilité que la biodiversité puisse, que ce soit utile, que ce soit bien, que ce soit mieux qu'il y ait biodiversité ou non. Parce que rien n'est dit sur le fait que... vous avez remarqué que dans le discours actuel, c'est là où on voit qu'on est vraiment dans un discours religieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose de positif dans la préservation de la biodiversité. Néanmoins, trop de biodiversité, c'est aussi mauvais. C'est-à-dire que trop de diversité, ben ça finit par poser un problème à l'écosystème lui-même. Néanmoins, s'il y a trop, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'espèces, si vous les détruisez, eh bien vous permettez aussi une meilleure survie, ne serait-ce que dans une forêt, il faut élaguer à un moment donné pour qu'il y ait une sorte d'évolution harmonieuse. Mais aujourd'hui, c'est la diversité qui devient le point central de cette mythologie, c'est la mythologie, c'est la diversité qui est préservation, donc c'est la diversité qu'il convient de préserver à travers même des parcs naturels. C'est-à-dire on va construire on va sanctuariser la diversité elle-même. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles formes de sanctuarisation dans ce sens-là. Alors, aussi, il faut que je me dépêche, en réalité. Parce que c'est important, ensuite, je vais quand même énoncer un certain nombre de choses empiriques, progressivement, pour démontrer my point. Je vais peut-être d'ailleurs passer directement à ça, parce que ça permettra mieux de comprendre. Quel point commun y a-t-il entre cette expression qu'on connaît, qu'on retrouve chez René Guénon et d'autres ésotéristes du 19e et puis ensuite du 20e siècle, du début du 20e siècle, cette idée d'unité transcendante des traditions et religions et des cultures, entre l'imaginaire de la civilisation perdue, l'Atlantide et toute une série d'autres civilisations perdues, qui au passage seraient maternelles, polythéistes, etc., justement qui valoriseraient mieux la diversité que nous. L'idée même du concept philosophique d'universalité, XVIIIe siècle. L'idée même de droit naturel et d'état de nature. L'idée maçonnique, qui récupère à la fois l'idée d'universalité et d'unité transcendante des traditions, qui mélange le tout et qui en ressort une idée typiquement maçonnique, qui est l'idée de la parole perdue, une parole qui aurait été perdue, que les francs-maçons essayent de retrouver. Quel est le point commun entre tout ça? Le point commun entre tout ça, c'est qu'il existerait une vérité, donc une vérité qui serait en amont de tout cela, mais que cette vérité ne s'exprimerait qu'en situation de trace incomplète. Ça, je trouve que c'est un des trucs, pour dire, ou un des outils, ou une des inventions, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, les plus extraordinaires du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est-à-dire, dans un monde qui s'est globalisé de façon concrète, comment arriver
à construire un dialogue possible entre des traditions, des cultures qui sont, dans une certaine mesure, extérieures les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'elles sont extérieures, du moins, dans leur apparence, dans les principes qu'elles énoncent, dans les éthiques qu'elles conditionnent, dans les images qu'elles véhiculent. Comment faire pour arriver à voyager de l'une à l'autre sans risquer la confrontation? Parfois, la confrontation a eu lieu. Eh bien, le moyen, c'est de dire, c'est facile. Toutes ces cultures, toutes ces traditions n'existent qu'à l'état de traces. C'est-à-dire que comme elles n'existent qu'à l'état de traces, lorsque je vais de l'une à l'autre, c'est comme si je partais à la recherche des traces qui ne sont jamais données complètement et qui peuvent être des traces divergentes par rapport à une vérité qui, elle, est centrale, qui évidemment ne s'exprime pas, donc c'est normal que ce soit divergent. Oui. Cette notion de trace est une notion, je crois, qui est vraiment fondamentale, parce que c'est celle-là même qui permet de construire le type, la figure, j'appelle post-industrielle, mais on pourrait discuter, très actuelle, à la fois du point de vue sécularisé du touriste culturel, du touriste qui va chercher une aventure, une expression culturelle au loin, mais parce qu'il perçoit que, pour lui, c'est une trace de quelque chose qui est universel, de quelque chose qui est profondément vrai. Et du type aussi, du point de vue plus spirituel, du cherchant, qu'on retrouve dans tous les nouveaux mouvements religieux que j'ai analysés là-dedans, c'est-à-dire en allant même de ceux les plus controversés comme la scientologie jusqu'au bouddhisme occidentalisé, c'est-à-dire du cherchant qui va passer, alors on s'en inquiète aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'atomisation du croire, d'une religion à l'autre. Moi ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on n'est pas dans la mobilité religieuse du tout, ce que défendent, j'allais dire tous mes collègues, quasiment, dans la mobilité religieuse, mais qu'on est dans la religiosité de la mobilité, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire que la mobilité, ça fait partie, c'est la nouvelle ritualisation, une ritualisation de l'individuo-globalisme. C'est-à-dire c'est la mise en pratique dans ce théâtre, ce nouveau théâtre d'action qui est le monde individuo-global, qui exige moralement, de la part du croyant individuo-global, que nous sommes tous dans une certaine mesure, à des degrés divers, plus ou moins sécularisés, qui exige de faire l'expérience de l'autre, l'expérience de l'autre comme autre culture, autre tradition, etc. Mais l'expérience de l'autre, sans cesse, pourquoi faire l'expérience? Parce que cette expérience, elle est constructive, on va vous dire. Parce que cette expérience, elle est positive. Et vous allez avoir toute une série de termes laudatifs, toute une série de mots qui vont être employés, elle est authentique. Elle est ceci, elle est tout ce que vous voulez. Authentique, je vous rappelle, comme un acte authentique en droit notarial, l'authentique, ça veut seulement dire qui est certifié, c'est-à-dire au sens où ça correspond à des critères préétablis, précis, formels. Là, c'est authentique, pas au sens notarial du terme, mais un peu aussi, c'est authentique au sens où ça correspond à cette fameuse vérité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que se construire dans l'expérience que l'on fait de l'autre, c'est se construire soi-même. C'est-à-dire que l'autre devient l'instrument, devient partie du décor, à travers lequel, en tant que cherchant, je sais que je ne peux pas trouver cette culture. C'est-à-dire que même cette culture en tant que telle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans cette culture, c'est qu'elle fait signe, c'est qu'elle est trace. À travers son expression extérieure, elle n'est que trace. Et donc je peux prendre ce qui est intéressant pour moi et laisser le reste, puisque je dois sentir en moi ce qui, dans cette trace, se rapporte à cette vérité, qui, elle, est universelle et qui, finalement, correspond à la découverte de ce que je suis, de mon abyssale vérité, de ma subjectivité abyssale. Ce sentiment-là, individu global, il existe déjà dans la morale kantienne, même avec ce langage extrêmement raisonnable, extrêmement rationalisé, cette espèce d'idée d'une loi morale qui serait interne, qui serait abyssale, qui serait quelque chose qu'on peut s'imposer véritablement, que l'on peut, c'est-à-dire que je peux, que tu peux, du point de vue moral, t'imposer, que chacun peut s'imposer. Et en même temps, cette fascination pour un univers qui est absolument infini, dans lequel finit par se refléter
cet être abyssal. On a souvent tendance, et j'essaye de montrer le contraire dans le livre avec plus de détails, à marquer une rupture entre des gens comme Lessing, Wolff ou Kant, et ensuite ce qu'on a appelé progressivement le romantisme. Mais même avec quelqu'un comme Herder, on trouve déjà cette espèce de sentiment, on trouve ce sentiment individu global de vérité abyssale, et ensuite de reflet de cette vérité abyssale dans l'abyssal, c'est-à-dire dans l'infini du global. On le retrouve, cette idée de connectivité. On la retrouve très clairement dans la nature philosophie de Schelling. On retrouve ensuite, progressivement, c'est comme si on était passé d'un processus qui au départ était plus intellectuel, plus rationnel, plus élitiste, plus épistémologique si vous voulez, à progressivement une intériorisation sentimentale dans ce qu'on appelle le romantisme, avec l'expression même d'un Chateaubriand qui est sur sa falaise et qui est impressionné par l'infini, et puis qui en même temps est impressionné par la diversité de l'Indien, justement. La diversité de tout ce qui est divers parce que c'est divers, parce que ça le construit déjà, parce que ça lui donne une expérience. Chez Chateaubriand, il y a déjà quelque chose de New Age. Sauf que progressivement, au XIXe siècle, on va plus seulement penser à l'aspect poétique, à l'aspect sentimental, mais ça va devenir un mode de vie. D'abord un mode de vie limité. On pense à Monteverita dans le Tessin, pour ceux qui connaissent, où un certain nombre d'écrivains se retrouvaient pour vivre déjà comme les hippies, qui ensuite vivront de cette manière, mais dans les années, dans les années 70. Mais déjà, à l'extrême fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, ces gens-là, dans le Tessin, avaient cette espèce de culture proche de la nature, qui va constituer où vont se constituer ce que j'appelle les trois décors fondamentaux, de l'individu-globalisme. Parce que, qui dit pièce de théâtre dans laquelle on joue, mais on joue sérieusement, on joue en ne sachant pas qu'on joue, et en faisant en sorte de ne pas savoir qu'on joue. C'est pas de la fiction. On joue notre vie en permanence. Donc, trois décors, d'un côté, et trois thématiques, on peut dire trois thèmes comme des thèmes musicaux, ou comme des thèmes de récits, qui reviennent et qui peuvent être placés dans différents ordres. Quels sont ces trois thèmes? Qu'on retrouve déjà à Monteveritas, qu'on retrouve déjà dans le romantisme, qu'on va retrouver exacerbé dans le transcendantalisme américain, avec des gens comme Emerson, avec un poète ensuite comme Walt Whitman, où toujours ce rapport à la nature, mais cette fois, comme cette culture va être comme en quelque sorte libérée, comme si le romantisme s'était libéré de l'étau, de toute cette espèce d'étau de l'inertie historique, intellectuelle européenne, au point de consacrer la nature comme quelque chose de positif, mais de tellement positif qu'on finit par dire que être sauvage, il n'y a rien de mieux, c'est la notion de wild, qu'on retrouve dans les textes aussi bien d'Emerson, de Whitman et d'autres. Cette idée de wild, c'est sauvage, c'est bien parce que c'est sauvage, c'est parce que c'est sauvage que c'est bien, c'est parce que c'est divers, c'est parce que ça peut se multiplier, c'est parce que c'est grouillant, c'est tout ça, etc. Parce que c'est infini, mais infini dans le sauvage, pas un infini froid, pas l'infini froid des astrophysiciens ou l'infini froid des intellectuels européens. Ça devient un infini véritablement qui s'exprime par un sentiment, et le sentiment même de la sauvagerie de la nature. Eh bien, ces trois thèmes, quels sont-ils, qui existent encore aujourd'hui? Il y a ce que j'appelle le thème gnosique, pour le distinguer du gnostique, c'est l'idée de la connaissance de soi et du monde, parce que c'est toujours à la fois intensif et extensif, puisqu'il y a toujours cette notion individu global. Il y a le thème de la créativité, qui va se développer aujourd'hui dans ce qu'on appelle le développement personnel. Les trois sont liés, mais ils ont une certaine autonomie. Le fait de se produire soi-même, d'exprimer ce qu'on est véritablement. On le trouve dans le discours aujourd'hui même sur le travail, dans l'épanouissement au travail, toute une série de choses à ce niveau-là. Le thème du bien-être, mais du bien-être aussi individuel comme global, c'est-à-dire du bien-être individuel, c'est je me sens bien, une nouvelle conception, une nouvelle manière d'entendre le bonheur, de se représenter le bonheur, ce qui fait que des philosophes aujourd'hui actuels, qui se disent hédonistes, très très célèbres, qui vendent énormément de livres,
S'ils vendent énormément de livres, c'est pas parce qu'ils disent quelque chose de nouveau en prétendant qu'ils sont les chantres et les héritiers d'une sorte de philosophie alternative qui irait, je sais pas, de Démocrite en passant par Épicure jusqu'à Nietzsche, et dont ils seraient les représentants, une forme de dionysisme rénové. Pas du tout. C'est parce qu'ils sont, sans le vouloir, les représentants les représentants tout à fait, alors au sens péjoratif du terme, scolastique, pas du tout au sens scolastique classique, scolastique de cette nouvelle mythologie qui suppose cette forme de créativité, de bien-être, de connaissance de soi, etc. C'est uniquement pour ça, au fond, que aujourd'hui ces philosophes populaires, en quelque sorte, sont devenus des coachs de vie. Des coachs de vie qui écrivent des livres, si vous voulez, parce que ça correspond à cette. Alors là, on a ça du point de vue des thématiques, et on retrouve à la fois dans le cercle interne de ce que j'appelle le niveau gnosique, qui est plus le niveau religieux, lorsqu'on parle de connaissance de soi, des gens qui pratiquent le bouddhisme, mais toujours présent le thème de la créativité et du bien-être. C'est d'ailleurs ce qui distingue de la gnose classique. C'est que cette gnose-là est toujours appareillée au bien-être et à la créativité comme étant son complément, comme étant la garantie que effectivement je me connais moi-même puisque je me sens bien. Par exemple, dans la méditation bouddhiste, j'ai pas le temps de vous faire tous les... Mais dans la méditation bouddhiste classique, la méditation bouddhiste, elle sert à méditer, point, l'éveil. Stéphane vous dira ça mieux que moi cet après-midi. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est-à-dire si vraiment je pratique bien la méditation, forcément ça doit engendrer une santé supérieure, je dois me sentir bien, je dois être en harmonie avec l'environnement. Et forcément, si je pratique bien la méditation, je dois pouvoir être l'artiste de ma vie, c'est-à-dire que ça va accroître ma créativité. Ce qui n'a rien à voir avec la méditation classique. Mais c'est sans cesse appareillé. Mais sauf que, suivant les cercles concentriques, par capillarité, si vous voulez, dans la société globale, lorsque vous allez être dans un cercle où on a plus la créativité, ça va être un cercle plus commercial. Ça va être le cercle du monde du travail. Mais en même temps, le cercle du monde du travail qui va mettre en avant cette thématique de la créativité. Dans cette entreprise, vous allez voir à quel point vous allez être créatif. Alors vous allez vous trouver vous-même par votre travail. C'est sûr. Mais en même temps, il va y avoir un glissement. Mais en arrière-plan, de la petite musique, de la connaissance de soi. Mais comme on n'est pas dans le monde purement religieux, ça ne passe pas au premier plan. Si vous voulez, il y a des ordres musicaux. Vous voyez, ça passe au premier plan, au second plan, ou au troisième plan. Enfin, vous avez les décors. Les décors, c'est ce que j'appelle l'hyper-tradition, l'hyper-science et l'hyper-nature. Si j'emploie le préfixe grec hyper, c'est pas pour faire joli, hein, en réalité. C'est parce que ce préfixe hyper, au-dessus d'eux, hein, et qui, dans le sens contemporain des individus, de l'homme contemporain post-industriel, qui dans sa culture implicite, enfin dans son mythe, dans sa mythologie, emploie sans cesse le mot que c'est, même l'expression c'est hyper, c'est toujours hyper. D'ailleurs on dit, comme étant une qualité positive pour un individu, ah tu es trop. Moi avant, la première fois qu'on m'a dit, tu es vraiment trop, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il fallait que je disparaisse, que j'étais trop. Non, c'est une qualité. Tu es trop, donc tu es vraiment bien si tu es trop. Donc il y a cette idée de dépassement, ça aussi c'est le rapport à l'infini. C'est-à-dire que c'est pas satisfaisant si c'est fini, c'est pas satisfaisant s'il y a des limites, c'est pas satisfaisant si c'est enfermé, c'est pas satisfaisant si c'est classé. Il faut que ça soit un dépassement des limites. Il faut que ça outrepasse la limite. C'est pour ça que je parle de sentiment océanique. Parce que le sentiment océanique, c'est ce qui valorise, contrairement au cosmos des anciens, entre guillemets, qui valorise la frontière, qui valorise la régularité, qui valorise la structure, qui valorise donc la métaphore de l'espace, l'océan, donc sentiment océanique, il valorise le dépassement de la frontière, il valorise le temps, il valorise le fait de sans cesse dépasser, donc il valorise l'hyper. Il valorise le flou aussi, dans ce sens-là. Il valorise l'hyper. Et en même temps, qu'est-ce que veut dire cet hyper? Pourquoi j'appelle ça hyper-tradition? C'est relatif à ces unités transcendantes des traditions et à cette vérité. C'est que chaque tradition, elle ne va être légitime qu'en tant qu'hyper-tradition, qu'en tant qu'on va trouver en elle quelque chose qui est plus que cette tradition et qui la légitime et qui fait son point commun avec les autres. Hein? Et qui va justifier toutes les hybridations, c'est-à-dire d'individus qui vont faire du yoga égyptien. D'autres individus qui vont faire du qigong inca. Je vous dis, aujourd'hui, il y a des gens qui font ça.
hein, ou qui vont faire du sun gazing, se nourrir directement du soleil, puisque finalement, pourquoi attendre l'assimilation chlorophyllienne, c'est-à-dire que le soleil donne toutes ses vitamines aux plantes, autant se nourrir directement à l'origine, finalement. Pas la peine d'aller, je vous donne l'exemple de groupes réels qui existent, mais qui sont pas si loin de ce qu'on trouve dans la littérature. Lisez la nouvelle Sun, Soleil, hein, de T.H. Lawrence. Relisez même L'amant de Lady Chatterley, mais pas dans l'optique érotico-pornographique actuelle, mais dans l'optique individu global. Le rapport à la nudité, contact direct avec la nature, les forces de la nature, cette espèce de connaissance de soi, de créativité, de bien-être, d'hyper-tradition, mais une hyper-tradition qui n'a même plus à s'exprimer en termes traditionnels. Donc, une hyper-tradition qui suppose que je peux voyager de tradition en tradition, finalement ça revient au même. C'est ce qui me fait dire qu'il y a une multiplication des manières de croire aujourd'hui, et que les traditions ne sont plus que des manières au sens où on est maniéré, donc des esthétiques, parce qu'au fond, je ne fais que voyager dans ces différentes traditions, dans ces différences, pour me trouver moi-même, pour trouver la tradition qui est au-delà de toutes les traditions et qui me fait revenir à me connaître moi-même, à ma créativité, à mon bien-être, etc. Si vous voulez, qui me fait revenir à ça. Mais en même temps, bon, ben, je n'aurai pas le temps de faire tout le reste comme dans toute la partie empirique. Cette hyper-tradition, elle n'est pas unique, il y a aussi l'hyperscience. C'est-à-dire que l'hyperscience elle-même, l'hyperscience est une science qui doit être plus que scientifique, qui doit révéler des vérités ultimes, et qui doit se rapporter à l'hyper-tradition. Vous le voyez aujourd'hui, déjà on a trouvé ça dans le New Age, mais on le trouve aussi encore dans ce que certains appellent le Next Age aujourd'hui. C'est-à-dire que si c'est vraiment valorisé, si c'est vraiment puissant scientifiquement, c'est que finalement, dans la tradition de toutes les traditions, dont les traditions comportent les traces, eh bien, il, entre guillemets, devait déjà le savoir. Ça devait déjà y être. Donc vous allez avoir, par exemple, des produits, on va vous dire, ça a été analysé selon toutes les techniques, les technologies les plus scientifiques, avec un vocabulaire extrêmement scientifique, mais en même temps, on va vous expliquer que ça vient de la culture aztèque, de la culture taoïste, et que c'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça que c'est puissant, c'est pour ça que c'est profond. Et le troisième niveau, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, c'est l'hypernature, parce que l'hypernature, c'est le point nodal de cet imaginaire qui régule tous les autres. C'est-à-dire qu'au fond du fond, cette vérité, si elle est hyper traditionnelle et qu'elle mérite d'être hyper traditionnelle, c'est parce qu'elle est hyper naturelle. C'est parce qu'au fond, elle est naturelle. Et ce qui mérite d'être hyper scientifique, d'être la science de la science, d'être cette plus que science, c'est parce que c'est conforme à la nature. C'est parce que vraiment c'est naturel. C'est-à-dire que la nature elle-même, dans ce sens-là, on pourrait dire, elle devient surnaturelle. Alors, je vais passer directement à ma conclusion en sautant tout ce que j'avais prévu de dire sur les hyper-zoulous, les hyper-bédouins, les hyper-bouddhistes, c'est-à-dire tous ces, plus que zoulous, qui sont contraints dans le monde global de se mettre eux-mêmes en scène pour correspondre au décor qui est demandé par le touriste post-industriel dans sa quête de lui-même. C'est-à-dire dans sa quête de connaissance de lui-même, de bien-être, etc. Il a besoin de ce décor, d'une hyper-tradition qui se donne dans une diversité extrapolée que l'hyper-bédouin lui-même a besoin d'extrapoler. Et si jamais l'hyper-bédouin lui donne une histoire, lui raconte une histoire sur sa bédouinité qui ne correspond pas à ce que lui-même a préalablement construit comme étant désirable, il se révolte contre lui. Il dit que c'est pas un vrai bédouin, c'est pas un bédouin authentique. On le voit avec le néo-chamanisme. Aujourd'hui, où tout devient chamanique, pas spécifiquement cette... On le voit avec... J'ai pas mal travaillé sur les aborigènes, où il y a même des révoltes d'intellectuels aborigènes qui refusent la new-ageisation, autrement dit, l'individu-globalisation de leur propre culture, en disant non, nous on n'est pas comme ça, notre rapport à la nature c'est pas celui-là, etc. Et à ce moment-là, ils sont dévalorisés dans le récit individu global qui les rendait désirables dans le décor, dans le décor global. Donc tout se passe, et c'est là où je voulais en venir, et je vais finir par là. Là où je voulais en venir, tout se passe comme si cet autre qui pouvait avoir malgré tout une existence, mais une existence à l'extérieur de frontières définies, parce qu'il me permettait de structurer mon cosmos, au sens, la frontière au-delà de laquelle je dis, ah, c'est un barbare, au-delà de laquelle c'est autre chose que moi. Tout se passe comme si progressivement, dans le processus de la modernité ou modernisation, cet autre avait été absorbé en moi.
était devenu l'objet d'une projection narcissique de mon être, mais en même temps au prix d'une division on pourrait dire de mon être moral. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une division de mon être moral au sens où il va y avoir une partie en moi, en tant qu'habitant des sociétés post-industrielles, ou une partie dans chaque tradition, y compris dans ma tradition chrétienne comme dans le taoïsme, qui est cette partie de l'occidental, moderne, monothéiste, monolithique, inauthentique, newtonien du point de vue épistémologique, urbain, paternel, masculin, autoritaire, séparé, limité, etc., etc., hiérarchisé. Et en face, il va y avoir aussi en moi l'oriental, le postmoderne, le polythéiste, le divers, l'authentique, celui qui comprend, qui sent la physique quantique, le naturel, le maternel, le féminin, le connecté, non pas le séparé, le limité, mais le connecté sans cesse. Et l'autre va être une manière de me rappeler ces deux figures, c'est-à-dire que je vais avoir la figure repoussoire avec une construction, par exemple, du catholique intégriste, de tout ce qui est négatif dans le religieux, qui va être une partie de moi, une partie de ce qui est négatif en moi, une partie de ce moi qui souille l'écosystème, dans son être même, dans sa présence même, dans l'existence même de sa trace, d'où l'obsession aujourd'hui de la trace humaine. L'idée qu'il faut éliminer toutes les traces aussi. Et puis d'un autre côté, il y a en moi l'autre, l'indigène qui est en moi, le chaman qui est en moi, le sauvage qui est en moi. On voit d'ailleurs je montre là comment ça se passe aujourd'hui lorsqu'on va faire des stages de chamanisme, même en entreprise. Et on fait des stages d'ensauvagement. C'est-à-dire pour redevenir sauvage, pour réveiller l'indigène qui est en moi. Je vais voir l'hyper-zoulou, parce que l'hyper-zoulou, il est en moi. Et si je réveille l'hyper-zoulou, je réveille ce qu'il y a de bon en moi. Et donc c'est comme s'il y avait une intériorisation. C'est comme si je devenais une sorte de bipolaire moral normalisé. Dans ce sens-là. Et effectivement, l'Extrême-Orient devient un lieu mythique dans ce sens-là. C'est-à-dire que et toutes les formes de religiosité et de culture, à des degrés divers, culture et toutes les formes d'altérité comportent une partie qu'on peut sauver et une partie qui est coupable. Sauf que l'Extrême-Orient est moins coupable et plus proche de la nature. Les cultures qu'on va appeler premières, le chamanisme. Alors que, évidemment, dans le catholicisme, ça sera plus difficile à trouver. Mais on peut le trouver quand même, ça existe quand même. Ça va être toute la définition de la spiritualité qui serait cachée, étouffée à l'intérieur du religieux, alors que cette spiritualité elle-même est constitutive du religieux dans nos sociétés. Donc vous comprendrez pourquoi je finis mon chapitre en parlant de l'illusion, de mon bouquin en parlant de l'illusion postmoderne, puisque qu'est-ce que la postmodernité? La postmodernité, c'est un jeu de dupes au niveau le plus négatif, mais sinon, je dirais que c'est une illusion, c'est-à-dire c'est un jeu à l'intérieur même de cette nouvelle mythologie. C'est un jeu de la modernité, de cette hyper-modernité, cette modernité qui s'extrapole elle-même en se projetant en double entre une modernité qui serait négative et une postmodernité qui serait son propre dépassement vers une forme de polythéisme, de sensualisme, de ce que vous voulez. Ce qu'on retrouve chez certains sociologues, mais justement au premier degré, comme s'ils racontaient ce qu'était le monde actuel, comme chez Michel Maffezoli, qui disent « Ah, il y a postmodernité », ils décrivent quelque chose, certes, mais ils décrivent quelque chose en participant au récit de ce qu'ils décrivent, mais non pas en ayant une vision réflexive. Parce que si on en a une vision réflexive, on se retrouve instantanément face à cette espèce de dichotomie qui ne manifeste pas l'émergence d'une postmodernité, mais d'un jeu nouveau de la modernité qui suppose de projeter la postmodernité, ou qui suppose même de parler de dire qu'on n'est plus dans le monde religieux mais dans le monde spirituel, ce qu'on va trouver chez Frédéric Lenoir, ce qu'on va trouver chez d'autres individus. Aujourd'hui, c'est l'ère de la spiritualité. C'est pas plus l'ère de la spiritualité que l'ère de la postmodernité. C'est l'ère d'un nouveau récit, d'une nouvelle narration à travers laquelle un scénario à travers laquelle on peut jouer de notre vie d'une manière ou d'une autre, et ce scénario intègre cette idée de postmodernité, cette idée de spirituel. Voilà, en gros, il y a d'autres choses, mais...